Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon pour francinfo.fr. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 30 juin, la dernière vidéo du mois de juin. Bien. Péché d'orgueil, l'équipe de France de foot. France éliminée lundi soir. Oui. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas péché par orgueil de champion du monde? Les précédents matchs n'avaient pas été très satisfaisants contre l'Allemagne, contre la Hongrie. On en est sorti très justement. Et donc, le résultat, on l'a vu. On l'a vu. Alors, je vous rappelle, je vous mets ici la photo du Playmobil de l'équipe de France. Playmobil qui nous prend pour un pays africain. Donc, je pourrais dire que les joueurs auront ainsi le temps de préparer la Coupe d'Afrique des Nations, ce qu'on appelle la CAN. Non, mais ça, c'est une mauvaise langue. Par contre, Heineken va être content, car il n'y aura plus de joueurs musulmans qui feront de la contre-publicité pour une bière qui était quand même sans alcool. Il fallait le faire. Et voilà. Et puis nous, on échappe, si vous voulez. Nous, on va faire des économies. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus les foules en liesse de personnes issues du nord de l'Afrique qui se baladaient à chaque victoire de l'équipe de France avec des drapeaux algériens et dont souvent certaines personnes mal intentionnées cassaient des voitures ou foutaient un sacré bordel dans nos centres-villes. Donc, on a échappé à ça. Tant pis pour l'esprit sportif. Bien. Je reviens aux élections de dimanche. Les pompiers incendiaires sont heureux. Ce lundi, les sortants sont donc réélus et pourront continuer leurs bases œuvres. Quant aux abstentionnistes, je ne doute pas que dans quelques mois, peut-être, ils seront dans la rue en train de revendiquer certaines demandes. Mais Coco, il fallait aller voter. Tu en avais la possibilité. Il y avait encore un petit peu de démocratie. Mais bon, il faut croire que non. Alors, la démocratie, les élections, c'est quand même très relatif. Ce que je voudrais dire par là, c'est, je vais prendre l'exemple du meilleur chez les LR, Laurent Wauquiez. Et c'est un succès en trompe-l'œil. Pourquoi? Président sortant, donc il y a eu la prime au sortant, que ce soit à gauche ou à droite, tous ceux qui sortaient se sont vus confortés dans leur poste. Voilà. Mais Laurent Wauquiez emporte la région avec 55,17% des voix. Il se félicite donc de la victoire d'un cap clair. Il avait 961 219 voix, avec un taux d'abstention de 66,63%. Ce que je veux dire par là, nous avons une population Rhône-Alpes-Auvergne qui est pratiquement de l'ordre de 8 millions d'habitants. 5 400 000 personnes inscrites, votant 1 700 000. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, comme Bertrand et Pécresse à Paris, par exemple, lui qui a le meilleur score, est élu avec 17% des inscrits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a beau dire 50 et quelques pourcents, 55% de ceux qui ont bien voulu se déplacer pour aller voter, mais ça ne représente que 17% des inscrits. Ça représente 16%, je crois, pour Bertrand, et peut-être 15% pour Pécresse. Vous voyez, voilà. Je voulais simplement vous montrer la relativité des chiffres et la façon dont on peut interpréter des pourcentages. Oui, mais des pourcentages par rapport à quoi? Voilà. Bien. On nous parle, les LR sont tous revigorés. J'y viendrai dans les prochaines vidéos. Je peux vous dire que je vais dire beaucoup de choses sur les LR, car il y a tout le passif que l'on a depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, depuis le regroupement familial, il est quand même dû à la famille UMPS, voire LR maintenant. Voilà. Je vais parler simplement des candidats potentiels, notamment Xavier Bertrand, qui est le candidat que la gauche tente d'imposer à la droite. Quand les gens de droite vont-ils continuer à arrêter plutôt de se soumettre au bon vouloir des gens de gauche? M. Bertrand a quitté les LR à l'époque qui étaient dirigés par Wauquiez, car il le trouvait trop à droite.
Et donc, il incarnait un certain renoncement, si vous voulez, une certaine passivité, hein, contre une identité un petit peu plus nationale avec Wauquiez, légèrement. Hein. Lorsqu'il a claqué la porte des LR, il nous a dit « Je n'ai rien et je n'aurai jamais rien en commun avec la politique de Laurent Wauquiez. » Tout était dit. Et quelques années après, il revient en nous proposant un plan d'action relativement ferme, comparable à ce que disait Wauquiez il y a des années. Donc, vous voyez, tout est son contraire, et les années passent, les opinions changent, mais comment faire confiance à une personne qui passe son temps à changer d'opinion? Et puis, on peut se rappeler, je vous en avais parlé, que le Ballet du Nord, financé par la région, dirigé par Xavier Bertrand, avait quand même fait une promotion du voile islamique en mettant une danseuse avec un voile. Bon. La chaîne W&O qui fait la promotion de l'islam salafiste Boussena, qui donne des cours de Coran et qui soutient Tariq Ramadan, est financée par la région de Xavier Bertrand. La région de Bertrand aussi a financé une application halal. Il y a une radio islamique qui fait la promotion du CCIF, l'islam de France, qui est financée par la région, hein, avec Marwan Mohamed et compagnie. Bref, voilà. Il donne des subventions. Le vice-président de la région, donc dirigé par Xavier Bertrand, donne des subventions à l'association islamique AIR. A-I-R. Ouais. Rappelez-vous qu'il y a le sulfureux lycée islamique Averroès, d'inspiration frères musulmans, qui est financé par la région, et que nous dit à l'époque le patron, par sa visite au lycée et ses déclarations lors des débats de la campagne des régionales, le président de la région a toujours montré de l'estime pour le travail accompli dans notre établissement. Voilà, et c'était donc le responsable du lycée Averroès. Et que dit monsieur, toujours Amar Lasfar, président du lycée Averroès, qui a été financé par la région Hauts-de-France, hein, il nous disait, appeler à Allah est un devoir que la charia impose à tout musulman. Les juifs ont soumis l'Occident. La troisième option d'islamisation est une politique, transmettre le message d'Allah par un coup d'État, par un travail politique consistant à infiltrer les conseils municipaux, les parlements et nous emparer du pouvoir politique. Voilà, ça fait partie de la stratégie de conquête. La force mal utilisée, si elle n'est pas utilisée au moment opportun et au bon endroit, devient une tare, provoque la discorde et nuit à l'Oumma Islamiyya. Voilà, hein. C'est monsieur le président du lycée Averroès. Donc, c'est quand même pas quelqu'un qui est blanc, hein. D'accord. Bon. Je continue sur un petit peu l'islam. Oui, allez. Dans un collège toulousain, il y a quelques mois, un jeune petit-fils d'imam s'est opposé à une professeure d'art plastique qui avait osé montrer des statues grecques. Alors, j'ai plusieurs versions, soi-disant qu'il y avait des statues grecques nues. Et dans d'autres versions, c'était simplement une statue d'un visage. Mais vous comprenez qu'Allah a dit qu'il ne fallait pas représenter des personnes par des dessins, des peintures, des statues. Et donc, ce jeune homme de 16 ans avait dit que les frères Kouachi avaient eu raison. Voilà. Donc, il y a eu un conseil de discipline. Et donc, cet élève s'est vu dispenser des cours plastiques jusqu'à la fin d'année, avec une expulsion, mais avec sursis. Donc, concrètement, il est toujours au lycée. Hein, voilà. Lycée ou collège, je ne sais plus. Je crois, il me semble pourtant qu'il avait 16 ans, mais bon. Ben oui, hein, il était d'une famille. Bon. Je vous en dis pas plus. D'accord? Allez, ça marche. Oh, racisme. Rappelez-vous, vous savez, il y a un monsieur noir, bon, ok, monsieur Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. Eh bien, il est mis en examen pour racisme. Parce que, rappelez-vous qu'il y avait un échange de tweets, et le militant antiraciste Dominique Sopo, président donc de SOS Racisme, avait estimé que le fait de comparer l'ex-cadre du RN Jean Messia, que vous connaissez tous, à un chameau, c'était infamant pour les chameaux. Hein. Donc des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Hein. Rappelez-vous, l'humoriste, le conseiller de Macron, Yassine Bellatar, avait traité de chameau l'ancien cadre du RN Jean Messia, originaire d'Égypte. C'est pas gentil quand même. Et puis donc, le président de SOS Racisme, plutôt que de prendre la défense de Messia,
avait repris l'accusation en disant que c'était quand même infamant pour les chameaux. Voilà. Il avait ironisé, si vous voulez. Bon, mais bien sûr, quand même, c'est des choses qui ne se font pas quand on préside une institution comme SOS Racisme, et ce qui fait que, du coup, il va passer au tribunal. Et oui, voilà. Oh, nos chers... je vous laisse regarder une très très courte vidéo, et vous allez comprendre que nous avons une attaque au couteau. Regardez voir. Voir. Bien, donc une attaque au couteau en Bavière qui a fait plusieurs morts et blessés. Un suspect a été arrêté. Vous avez vu que ce n'était pas un Bavarois, mais un gentil migrant. C'était vendredi dernier. Hein. L'agresseur, pieds nus, armé d'un long couteau, mais il avait son masque. Hein. Donc, c'est un gentil garçon, il portait son masque, donc il n'aura pas droit à 135 € d'amende. Mais il a attaqué successivement 10 personnes, les touchant pour certaines à la tête et au cou, dans un grand magasin de Würzburg en fin d'après-midi. 3 femmes sont décédées sur le coup, 6 autres, dont un enfant, ont été grièvement blessés, mais sont désormais hors de danger. Une 7e victime a été légèrement blessée. Ce monsieur est d'origine somalienne, il a crié Allah Akbar. Mais dans les médias français, vraiment une couverture minima, hein, pour ne pas stigmatiser ni attiser la haine, vous comprenez. Par contre, si une personne se serait vue un ongle cassé par une personne néo-nazie ou d'ultra-droite, il y aurait eu une édition spéciale et on en aurait parlé pendant 3 jours. Voyez, pour peu qu'une personne pète un plomb, que c'est un ancien militaire, survivaliste, qui vote Marine Le Pen, alors là, on vous en met des caisses. Hein. Mais là, le gars, en plus, comme d'habitude, couteau et le vendredi. Parce que vous savez bien que quand vous tuez le vendredi au nom d'Allah, je crois que c'est direct au paradis avec les vierges. Hein. Enfin bref. Donc, à chaque fois qu'il y a un attentat quelque part dans le monde, et que la personne ou les personnes crient à la gloire, c'est toujours des gens qui ont un problème psychiatrique. Voilà. Donc, nous avons appris que cet individu aurait un problème psychiatrique et l'acte n'aurait aucun rapport avec du terrorisme. Hein. Mais quel est le point commun des personnes qui agissent de la sorte et combien de personnes ont des problèmes psychiatriques? Tous ces gens qui nous attaquent. Il y a une similitude, il y a un point commun. Et oui, c'est la religion. Ah, flûte. Bon. Incroyable. Incroyable. Je vais... chose très très importante. Je ne voudrais pas faire trop long. Allez, si. Quand même. Dans le cadre d'un séminaire organisé par Sciences Po Paris et l'Université de Nanterre, une chercheuse a défendu le concept de blanchité alimentaire comme outil de l'identité raciale dominante. L'école se défend, affirmant ne promouvoir aucune théorie, ni aucune théorie, ni école de pensée particulière. La gastronomie française raciste, c'est ce qu'a expliqué une chercheuse dans une intervention qui, depuis le début de la semaine, c'était la semaine doctorale intensive organisée par l'école de droit de l'Institut d'études politiques de Paris. Le repas français est souvent représenté comme un rituel national auquel tous les citoyens peuvent participer à égalité, introduit d'elle. On est d'accord, Madame Mathilde Cohen, chargée de recherche au CNRS, mais également maître de conférence à l'Université du Connecticut, aux États-Unis. Connecticut. Mais les habitudes alimentaires sont façonnées par les normes des classes moyennes supérieures blanches. La blanchité alimentaire participerait à renforcer la blanchité comme identité raciale dominante en s'imposant dans la société à l'aide du droit, si l'on en croit la chercheuse. Elle vient dire à Sciences Po que la cuisine française est raciste, dominée par des blancs. Moi, j'ai envie de la gaver d'acra antillais ou de rougail réunionnais, et je lui dirais qu'avec tous les repas, les couscous, les kebabs, les nems, les sushis qui sont commandés à droite à gauche et qui sont livrés, c'est ça la blanchitude? Vous pensez bien que
La cuisine française n'est absolument pas raciste, et justement, elle a une identité, mais il arrive à avoir des mélanges, des reprises, des interprétations de certaines recettes, etc. Mais c'est vraiment aller chercher n'importe quoi. Mais retournez chez vous, Connecticut, au lieu de nous raconter des conneries. Bon, il y en a marre. Pour info, la retraite. On attend le lundi matin après les élections. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si rien n'est encore arbitré, l'exécutif n'écarte plus la possibilité, selon les Échos, le journal Les Échos, de relever l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, au lieu de 62. Et oui, donc il y avait une mise en suspens de la crise sanitaire, avec la crise sanitaire du Covid-19, on avait suspendu la réforme des retraites, on se disait, tiens, ouf, on est débarrassé, et ben voilà. Après l'échec de la majorité présidentielle aux élections régionales et la décision du Conseil d'État de suspendre le texte sur l'assurance chômage, vous savez, on devait diminuer les indemnités, eh ben, il semblerait que l'Élysée pourrait repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans dans un délai très 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 court, avec une application après la présidentielle. Ça va être soumis au vote du Parlement dès le mois d'octobre dans le cadre d'une loi, le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. Rappelez-vous que Emmanuel Macron avait replacé la question des retraites le 2 et 3 juin, lorsqu'il était dans le Lot. Il assure que la dernière année du quinquennat doit être utile, et donc le président de la République a prévenu qu'il aurait à prendre des décisions difficiles. Si le président donne son feu vert, l'âge de la retraite serait reculé de 6 mois en 6 mois. La première génération, eh oui, serait celle née en 1961, pour laquelle l'âge d'ouverture des droits passerait à 62 ans et demi. Et donc, une personne née en 62 ne pourrait partir qu'à 63, et plus 6 mois pour la suivante, et plus 6 mois, voilà. Donc, une personne née en 64 partirait à 64 ans. Voilà, ça c'est ainsi de suite pour les 3 générations suivantes. Et bien sûr, des exemptions et des départs anticipés pour les carrières longues. Et le minimum de pension serait bien revalorisé à 1000 euros comme prévu. Mais ces histoires de pension minimum, etc., mais il suffit que vous soyez en couple avec une personne qui travaille, vous n'y avez pas droit. J'ai des gens à qui on a proposé 150 euros de retraite, pour la bonne raison qu'ils n'avaient que 90 ou 100 trimestres de cotisation. Voilà. Pourquoi? Parce que leur conjoint, la personne qui habite avec elle, touche un SMIC. Et ben, c'est suffisant. Voilà. Donc, la personne qui a quand même cotisé pendant une centaine de trimestres n'a droit qu'à 150 euros. Voilà. Et puis, vous avez des gens qui débarquent seuls, qui ont traversé la mer et qui vont avoir des RSA, des tas d'allocations qui vont faire 500, 600, 700, 800 euros. Mais bon, il y a une différenciation. Il y a les Français de souche, qui n'ont droit à rien. Et puis il y a ceux qui viennent d'arriver qui ont droit à tout. Eh oui. Voilà. Donc la retraite, comme par hasard, juste après les élections, tic, on vous annonce qu'il y a peut-être du souci à se faire. Est-ce que vous allez subir encore? Toujours subir. Ne rien dire. Voilà. Donc vous voyez la manipulation. Toujours une même manipulation, et puis alors la manipulation suprême, je reviens dessus, c'est de mettre les élections présidentielles pendant les vacances scolaires. Moins il y a de personnes qui votent, ça les aide. C'est plus facile à manipuler, et puis comme ça on vous dira, vous voyez, les gens ne veulent pas se déplacer, il faut mettre un vote par correspondance. Et alors là, les sacs qui vont arriver feront gagner la personne qui organise les élections. On l'a vu aux États-Unis. Les États démocrates qui organisaient des élections, eh ben oui, c'était Biden qui passait, même s'ils sont encore en train de recompter. Voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie en tous les cas. N'hésitez pas, pensez bien à vous inscrire, c'est primordial, s'il vous plaît, et puis partagez. Et puis je vous dis à très bientôt, d'accord? Je vous souhaite une bonne journée en tous les cas. Très, très, très bientôt. Je vous salue. Mesdames, je vous embrasse. Au revoir.